Le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. Amis téléspectateurs, chers internautes, je suis très heureux d'être présent devant vos petits écrans pour partager ces instants. Mais aujourd'hui, comme l'histoire de ce pays est partie de nos présidents, je parlerai bien de Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi. Ce pays a bâti sa légende et son histoire. Et je reçois aujourd'hui Eugène Kandolo. J'aimerais qu'il nous parle de lui. Bonjour Eugène. Bonjour Edo. Comment vas-tu? Très bien, merci. Du commun de mortels, on connaît qui vous êtes. Écrivain, journaliste, homme politique, motivateur, pionnier de beaucoup de choses. Exactement. Mais en quelques mots, qui est Eugène, selon vous-même? Bon, j'aime me définir d'abord comme un leadershipreneur parce qu'en fait le leadership c'est une question qui me passionne beaucoup. Comme tu le disais tout à l'heure, je suis de formation journalistique, donc j'ai fait les sciences de l'information et de la communication, je me suis spécialisé dans le journalisme politique extérieur, mais j'ai eu beaucoup d'autres formations, notamment sur la gestion de médias en ligne et web journalisme, breveté par un programme de l'ambassade des États-Unis. J'ai eu une équivalence de la même formation avec le projet Sésame de l'ambassade de France. Et j'ai eu un parcours assez transversal qui m'a conduit tantôt dans les secteurs privés, secteurs publics et beaucoup plus dans le monde des organismes internationaux où j'ai évolué tour à tour, notamment dans une ONG canadienne, journaliste pour les droits humains. Pendant 3 ans, j'ai travaillé pour une firme camerounaise qui est orientée vers la communication et le marketing avec 2 hubs, un hub zone CAC et un hub zone CEMAC. Nous avons été les pionniers ici, nous avons travaillé pendant longtemps sur des questions de marketing intégrées à 360 degrés. Et puis par après, je participais au programme IVLP aux États-Unis. C'est un programme d'échange international financé par le département d'État américain. Et ce programme est dit un programme de leader d'aujourd'hui et de demain. Et par rapport à ce programme, au-delà du leadership que nous avons appris, il y avait une orientation vers les élections. C'est ce qui a fait qu'en rentrant, j'avais une expertise notamment sur les élections. Okay. J'ai dirigé le programme de réflexion prospective sur le processus électoral à RDC. En partant d'abord du programme national, mais aussi on avait des programmes pilotes qui étaient orientés vers les provinces. Il y avait le Haut-Katanga, le Congo central, le Nord Kivu et Kinshasa. Mais par après, j'ai eu à être consultant dans plusieurs domaines, notamment pour le Fonds national de microfinance, mais parallèlement, je milite pour les questions du bien-être de la population et par conséquent, je suis à ce titre, à l'époque, je m'appelais jeune leader, mais je crois que de plus en plus avec la définition voilà, de la jeunesse, on vieillit, on prend de l'âge, mais je suis passionné de mon pays et j'aime beaucoup débattre des questions de mon pays. J'accompagne les politiques depuis plusieurs années, tant dans la casquette des consultants pour NDI qu'à titre individuel. Parlant de la politique, j'aimerais vous faire porter cette casquette de politicien. Est-ce que vous pouvez vous identifier par rapport à la nouvelle classe politique? Bon, est-ce qu'il y a une identification à faire? Tout de suite, je dirais sans prétention, non. Il y a une classe à construire et je crois qu'à juste titre, je fais partie de ceux-là qui sont en train, si pas déjà en train de formaliser la naissance de cette nouvelle classe parce que je milite pour le leadership alternatif après un constat amer sur l'échec global de la classe politique qui est la même en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est la même classe politique qu'on a depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, mais où il y a annexé un peu quelques jeunes de temps en temps, mais la classe politique reste la même, avec les mêmes devoirs. On voit les mêmes têtes depuis l'indépendance. Exactement. Et par conséquent, il faille qu'il y ait une sorte de rupture. C'est vrai qu'on ne peut pas faire une sorte de razzia, enlever totalement tout ce qui existe. Le renouvellement politique a cette équation de l'incompatibilité entre le fait de remplacer totalement, mais aussi le fait d'avoir une rupture pour ne pas faire totalement ce qui existait. C'est comme ça qu'il faille qu'on amène de nouvelles habitudes, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de voir les choses. Et je crois qu'avec l'opportunité que l'on a eue de l'alternance, tant bien que mal qu'on a eu par césarienne, cette alternance que nous avons eue en 2019, je crois qu'aujourd'hui l'espace politique est ouvert. Et il y a réellement ce qu'on peut appeler marché politique. Parce que
le mal de la dictature, du gouvernement autoritaire, c'est qu'on ne peut pas se projeter dans un univers politique. Mais la démocratie et le pluralisme politique permet à ce qu'un jeune aujourd'hui qui est 19 ans, il peut se dire dans 5 ans, dans 10 ans, je peux devenir député, dans 20 ans, je peux devenir président de mon pays. Ce rêve-là, on l'avait arraché à la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, tout le monde peut rêver et le Congo est en train de devenir petit à petit une terre fertile où on peut s'aimer ses rêves dans tous les domaines et particulièrement dans les domaines politiques et voir ce rêve se réaliser. Parce que jadis, la politique était réservée aux aventuriers, aux opportunistes. Et je crois que maintenant, chaque personne sera en face de la vérité et il pourra, en fait, la politique ne sera plus un hasard. Comme je venais de voir tout à l'heure, laisse-moi, j'aime bien la polémique. J'ai vu cette histoire au Sénat qui vient de me faire très mal avant qu'on tourne cette émission. Un suppléant qui ne comprenait rien du Sénat, qui a un français approximatif, mais qui avait remplacé son grand frère. Et son grand frère veut maintenant rentrer et il ne veut pas libérer la place. Donc, mais après, ça fait une sorte de scénario désagréable, mais qui diminue l'ampleur et même la noblesse de la Chambre haute qui est le Sénat. Je crois bien que de plus en plus, on n'aura plus, parce que la culture politique va s'installer. Les gens vont comprendre davantage pourquoi ils doivent élire X et ne pas élire Y. Et ça fera qu'on aura de politique de qualité. Ça ne sera plus de l'opportunisme. Je te pose une question à deux volets. Ouais. Pensez-vous qu'il y a un déficit de leadership dans la classe politique? Et en deuxième volet, j'aimerais l'habiller dans la sorte où vous voyez quelqu'un qui est, lui, candidat à la députation, candidat, espère d'ailleurs à devenir ministre. Voilà. Et au suivi de cela, son épouse, sa femme, toute sa famille entre en politique sans pour autant se préparer. Donc pour parler de ma première question, exactement. En fait, on ne peut pas parler de déficit de leadership parce qu'en tant que formateur sur les questions de leadership, chercheur, je crois que le leadership existe. Le leadership existe, mais le leadership peut être défaillant, peut être faible, peut être un leadership de mauvaise qualité. Et ça, nous l'avons. Nous avons beaucoup de leaders, mais qui sont des leaders de mauvaise qualité. Okay. Mais la question que vous soulevez comme sous-question, c'est en fait ça aussi la faiblesse de notre loi. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, des voix de plus en plus s'élèvent, qui plaident dans le sens des voix des réformes, notamment sur les questions électorales. Parce que c'est inadmissible. Donc on peut retoucher sur ça. Justement, la question dont nous sommes en train de parler tout à l'heure. Un ministre est en fonction, il était en même temps sénateur, il était en même temps député et c'est sa femme qui l'avait remplacé au niveau de la chambre basse et c'est son jeune frère qui l'avait remplacé au niveau de la chambre haute. Voilà. Et lui était devenu ministre. Donc on a comme impression que la politique devrait être une histoire de certaines familles. Alors qu'en réalité, ce n'est pas à cause de la qualité. L'idée même de l'agora, au départ, l'agora grecque, l'idée de la gestion de la cité, c'était que les meilleurs d'entre nous, les moins voleurs d'entre nous, les plus intelligents d'entre nous, les plus compétents d'entre nous, les plus habiles d'entre nous, ce sont eux qui devraient nous gérer. Aujourd'hui, c'est les plus voleurs d'entre nous qui nous gèrent, c'est les plus ridicules d'entre nous qui nous gèrent, c'est les moins compétents d'entre nous et il y a inversion de rôle, il y a inversion de valeur, il y a un nivellement vers le bas. Et je crois qu'à juste titre, que ce soit pour le Sénat, que ce soit de manière générale, la loi électorale doit être revue de fond en comble. Il y a des réformes qui peuvent être faites, comme par exemple cette réforme sur l'élection des sénateurs. Aujourd'hui, on a une chambre haute de très mauvaise qualité. En fait, j'allais dire, c'est carrément c'est pas trop trivial. Sévère. Non, mais ils le savent. Ils le savent. Comment on peut avoir un Sénat où quelqu'un qui a volé, tout le monde sait, qui était chef d'une entreprise où il y a des gens avec des arriérés de 24 mois et que cette personne soit élue comme ça par ses pairs sénateurs, sans moralité, il y a des gens qui sont en train de marcher dehors, mais on s'en fout et ça passe comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème sérieux, il y a un problème de qualité d'homme et le dire, ce n'est pas de l'insulte. Je ne veux pas m'attirer de la foudre comme l'inspecteur de l'IGF, que les sénateurs ont voulu traquer juste parce qu'il a dit qu'il y a des voleurs qui se cachent au Sénat. Mais c'est connu. Oui. Le Sénat, en fait, c'est la chambre des gens qui ont échoué, des gens qui étaient incapables de se faire élire auprès de la population. Parce que les sénateurs sont élus soit par 2 personnes, soit par 3 personnes. C'est juste à coup de billets. Et nous savons comment les députés provinciaux se font élire. C'est quelqu'un qui a des assises parce qu'il veut avoir le contrôle sur 2 sièges. Il est candidat à la députation nationale. Il prend son frère qui rêve, qui ne comprend rien, qui était cultivateur, qui n'a aucune notion de truc. Il le fait
son suppléant. Mais quand les élections sont publiées, les résultats sont publiés, il se retrouve qu'il a gagné au niveau de national, des élections nationales. Et automatiquement, celui qu'il avait pris juste par hasard devient un député provincial qui ne comprenait rien. Alors du coup, on a des chambres au niveau des législatives provinciales bourrées des personnes qui en réalité ne peuvent même pas être des chefs de rue. Et ils se retrouvent là et ce sont ces gens-là qui doivent choisir à notre place la chambre haute, les lieux, j'allais dire, les lieux très sains, les lieux où on devrait trouver les plus sages, la crème de la République. Ce sont ces gens-là. Quel type de jugement? C'est un point très important qui vous met dans... Justement, quel type de jugement quelqu'un de pareil peut avoir pour choisir les gens qui doivent être dans la chambre de hauteur? C'est ça le déficit. C'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui, et j'en fais partie, plaident pour que les sénatoriales soient aussi au niveau des suffrages universels directs et ça ne soit pas deux personnes qui font de quelqu'un un sénateur dans la chambre. Je veux rentrer un peu dans ton ouvrage où tu parles de formation, création de leadership. Est-ce qu'aujourd'hui dans les partis politiques, là je cite l'UDPS, parti au pouvoir, un travail ne devait pas être fait dans ce sens-là pour créer les vrais leaders? Tout à fait. En fait, Totahuita Sklola Est, il n'y a pas que l'UDPS, hein, donc tout le monde. Là, je prends comme échantillon. Justement, Totahuita Sklola Est, toute la vie est une école. Si aujourd'hui, on se dit qu'on est arrivé et qu'on ne veut plus apprendre, ça veut dire qu'on devient constipé. Parce qu'il y a des langues qui disent que l'UDPS n'était pas préparé au pouvoir. J'en arrive. Je pars d'abord de la généralité pour arriver à ta question. Je ne veux pas la fuir. Je ne veux pas m'attirer la foudre de l'UDPS parce que je reste expert dans mon domaine et je parle ici avec plusieurs casquettes. Et là, je suis dans ma casquette d'expert. J'étais en train de dire Totahuita Sklola Est, toute la vie est une école. Chacun de nous devrait apprendre continuellement jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est très important. Quand tu t'estimes que tu es arrivé, que tu ne peux plus apprendre, tu deviens constipé intellectuellement. Et le monde d'aujourd'hui, c'est les siècles de vitesse, c'est les siècles d'information. C'est celui qui détient l'information, c'est celui qui a l'avance, c'est celui qui a le pouvoir. C'est très important. Et la magie du pouvoir, c'est de l'avoir sans être au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les chefs de l'État a du mal à diriger parce que l'UDPS n'a qu'une trentaine de députés. La préoccupation de l'UDPS en tant que parti conscient devrait être celle de mettre en place un mécanisme d'abord de gestion des compétences internes qui existent. Est-ce que c'est réfléchi? J'en arrive d'abord, j'ai fini ma logique de raisonnement. Mettre en place une politique de gestion des compétences, d'abord en interne. Regardez, trouver comment les meilleurs d'entre eux peuvent être mis en exergue. Mais non, cela n'est pas fait. Des deux, il devait y avoir la deuxième approche, c'est une politique d'attraction pour attirer de nouvelles compétences. Malheureusement, la politique de l'UDPS, telle que je l'observe, c'est une politique du genre, nous sommes arrivés au pouvoir, c'est notre tour, que personne ne vienne. Et pourtant, c'est une erreur. Parce qu'avec quelle qualité d'homme... Mais le chef de l'État ne réfléchit pas comme ça. Non. Il y a l'union sacrée. Le chef de l'État recourt à l'union sacrée parce qu'il n'a pas la majorité. Si le chef de l'État avait une majorité propre à l'UDPS, il n'allait pas faire l'union sacrée. C'est un fait. Alors l'UDPS devrait aider le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas aujourd'hui, il est président de tout le monde. Il ne réfléchit pas à l'UDPS, il n'est pas président de l'UDPS. L'UDPS a son président. Le leadership de l'UDPS devrait réfléchir sur des politiques adéquates qui peuvent permettre, d'attirer de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. Regardez le gouvernement sortant. Mais les ministres faibles sont des ministres de l'UDPS. La preuve, surtout les ministres de l'UDPS, il n'y a qu'un seul ministre qui rentre dans le gouvernement. On peut dire que c'est par solidarité parce que le gouvernement avait échoué, mais c'est faux. Si on regarde, les ministres qui étaient faibles sont des ministres de l'UDPS. Ça devait interpeller, ça devait interpeller le chef du parti présidentiel et se remettre en cause et ne pas être orgueilleux, ne pas être condescendant. C'est dire que 2023, il faudrait qu'on se prépare parce que nous risquons d'avoir encore un président de la République réélu. Mais l'UDPS est incapable d'avoir 50 députés. Et même s'il a 50 députés, de quelle qualité? Parce que c'est très important. On insiste et sur la quantité et sur la qualité. Alors, du coup, il y aura d'autres forces qui vont émerger. Pour aider les chefs de l'État. Et l'UDPS ne sera plus les centres du monde comme ils sont en train de se croire. En politique, il faut réfléchir avec proactivité. Pour rentrer maintenant sur est-ce que l'UDPS était préparé ou pas. Je suis au-delà du livre dont tu parles, Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Je suis en train d'écrire un livre purement concentré sur l'UDPS. Il est intitulé l'UDPS du parti du combat au parti de gestion. La transition. Justement, il y a quand même un fossé. L'UDPS
a été, j'allais dire, je ne veux pas dire meilleur parti en termes de combat, mais ils ont démontré leur capacité à résister dans la longévité et ils ont utilisé tous les moyens. Aujourd'hui, c'est une école. Les gens qui pourraient... Est-ce pas aussi un déficit parce que lorsque vous militez pendant longtemps... Justement, mais exactement, ça aussi a un revers. Ils sont restés pendant longtemps dans le combat, de sorte qu'ils ont développé beaucoup d'atouts dans le combat et beaucoup d'atouts dans la gestion. C'est un peu la faiblesse de grands partis comme l'ANC en Afrique du Sud. L'ANC en Afrique du Sud. À un moment donné, vous restez dans la longévité du combat et vous avez beaucoup plus de combattants que des gestionnaires. Maintenant, ça se prépare parce que en fait, la gestion ne veut pas dire quelqu'un qui a été plusieurs fois ministre. La gestion, ça s'apprend, ça s'exerce. Et l'UDPS, je ne pense pas que l'UDPS manque de ressources. Il faille que le leadership actuel de l'UDPS arrête une politique d'étouffer ceux qui sont intelligents et compétents parce qu'ils se disent si toi tu ne fais pas allégeance au Dio qui dirige, tu ne vas pas passer. Du coup, ça mine le parti et ça ne va pas aider le chef de l'État. En 2023, l'UDPS risque de faire le même score qu'aujourd'hui ou pire. Vous comprenez? Et par conséquent, le chef de l'État sera toujours obligé de chercher ailleurs, il sera en difficulté de gérer. Et pourtant, pour un parti qui a une vision, qui est proactif, il devrait aujourd'hui maintenant déjà commencer à se préparer pour se dire que nous devons avoir une majorité par nous-mêmes. Qu'on parle du gouvernement actuel. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce que la population peut attendre du gouvernement Sama? Le gouvernement Sama, il y a beaucoup d'attentes dans la population. Déjà qu'il y a une question permanente qui va faire, je ne sais pas moi, 20 ans, l'insécurité à l'Est. Okay. Ça devient en fait un refrain. C'est vrai qu'au pays, nous avons beaucoup de refrains, un peu comme l'autre refrain que nous avons. Le Congo est un pays potentiellement riche. Mais la population est pauvre. Voilà. Okay. C'est des refrains. Aujourd'hui, on est dans le concret et Sama le sait. Il est jeune, il a le dynamisme, mais ce n'est pas tout. Est-ce pas un handicap le fait d'être jeune? Non. La jeunesse n'a jamais été une compétence ou une incompétence. Okay. La jeunesse, comment je peux dire, c'est une nature qui est neutre, indépendante. Ça dépend de ce que tu fais de ta jeunesse. Parce que même dans la Bible, on dit, jeune homme, que personne ne se moque de ta jeunesse. Okay. Donc c'est à toi maintenant de donner du tonus, du sens à ta jeunesse. Il y a des gens qui ont réalisé des choses très jeunes. Je le dis toujours, il y a des gens qui sont devenus des ministres, mais qui n'ont pas des compétences ou des CV de certains jeunes. Tout est question de la politique. Est-ce qu'ils ont mérité de devenir ministre? Non, en fait, mérité ou pas, dans le fait de devenir ministre, il y a deux choses. J'aime bien ce que me disait mon ami Patrick Mouya. Je le vois maintenant, il est nommé ministre. Dans le gouvernement Ilukamba, j'étais avec lui après la nomination. On donne les médias à l'IFASIC. Voilà, non, ça fait énormément du bien. Pas seulement à l'IFASIC, à quelqu'un des compétents de l'IFASIC qui connaît. Parce que tout le monde sait, quand Patrick Mouya a géré pendant quelques temps les bureaux d'âge en 2011, il était rapporteur et il avait la gestion de médias, on a vu à quoi ça ressemblait. Okay. Et on sait que ce qu'il touche deviendra de l'or. Ça, on le sait. Il est vraiment l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Alors, j'étais en train de dire, dans le gouvernement de Ilukamba, son nom n'était pas sorti. Nous tous, on pensait qu'il va être ministre. Je l'ai vu 2 jours après la sortie du gouvernement. On discutait avec lui, il m'a dit cette phrase. Eugène, personne n'a pris la place de l'autre. Aujourd'hui, je le vois ministre et ça me réjouit. Ça me réjouit. C'est pour dire quoi? Répondre à ta question où tu demandes est-ce que c'est la méritocratie quand les gens deviennent des ministres? Il y a toujours 2 facteurs. Il y a un facteur, tu te retrouves au bon moment, à un bon endroit et tu poses l'acte qu'il fallait. Tu vois? Maintenant, après, le problème, ce n'est pas de devenir ministre, c'est ce que tu vas faire du poste que tu as eu en tant que ministre. Parce que cela va déterminer. Il y a des gens. On avance. Il y a Edou, je voulais terminer. Il y a des gens aujourd'hui qui acceptent de devenir ministre et qui tuent leur mythe et qui tuent leur vie. Tu t'imagines la jeune fille à qui on avait donné le vice-ministère du plan dans le gouvernement de concertation nationale en 2013 ou truc. Mais on a tué sa vie. Parce qu'en réalité, après avoir été ministre, tu ne vas pas t'engager chez Vodacom, chez RTL. Donc tu dois devenir consultant, tu dois faire de l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, il ne faut pas toujours se réjouir de devenir ministre très tôt. Il faut être sûr du canevas, des compétences, du portfolio que tu as. Et d'être sûr qu'en sortant du gouvernement, tu ne vas pas commencer à faire le tout pour tout et aller sacrifier les enfants et les tantes pour que tu sois toujours dans le gouvernement. Je voulais savoir, lorsque le gouvernement Sama traîne pour être publié, c'est parce que de part et d'autre, il y a cet esprit dans les politiques congolais de vouloir faire un partage de gâteau. Okay.
Mais c'est légitime, je le dis et je le dirai toujours. C'est hypocrite et malhonnête pour un politique de dire qu'il est entré en politique pour ne pas avoir de poste. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Dans toutes les écoles de sciences politiques et même dans d'autres disciplines où on enseigne les cours de sciences politiques, il est clairement établi que l'enjeu politique, c'est le pouvoir politique. Donc tu ne peux pas entrer en politique et dire que je ne vais pas là-bas pour des postes. Moi, quand je prends l'engagement Eugène Kandolo, que je commence à faire la politique active, c'est pour prendre le pouvoir, c'est pour les postes. Mais les postes, la question c'est de savoir est-ce que tu en as les compétences. Napoléon Bonaparte dit, l'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Dès lors que tu évalues, tu estimes que tu peux apporter une solution à un problème, parce que avoir de poste, c'est s'estimer capable d'apporter une solution dans un secteur. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des compétences, mais voir qu'il y a des secteurs pour lesquels tu as des compétences, c'est mal géré. Aujourd'hui, la RTNC laisse à désirer. Mais quand on a des compétences, qu'on se dit que je peux élaborer une grille de programmes adéquate, compétitive et qui répond aux standards internationaux et à l'ambition du pays. Pourquoi je ne peux pas avoir cette ambition? Aujourd'hui, quand l'enseignement est à la traînée, le ministère de l'enseignement, nous sommes en fait... On n'a pas parlé de détournement de l'enseignement. Oui, mais vous voyez, quelqu'un qui tue l'avenir des enfants, qui kidnappe carrément... de l'arrestation de... Justement, vous voyez, quand il y a des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui détournent l'argent qui était destiné par exemple à la gratuité de l'enseignement. Mais c'est quand même cruel. Ça veut dire que la compétence n'est pas seulement le fait d'avoir un background dans ces domaines, mais c'est aussi la moralité de gérer avec éthique. En tant que leader, j'aimerais en 2 mots sculpter l'avenir du Congo après le gouvernement Sama. C'est vrai que ça relèverait de la magie de dire que bon voilà, l'avenir du Congo c'est comme si. Mais Sama, c'est la responsabilité qu'il a. Il sait qu'il est face à un challenge. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de tous les enjeux. Lui-même, je ne sais pas si c'était son compte privé ou c'était d'autres personnes. On a appelé ça le gouvernement de warriors. Bon, je n'ai pas encore vu beaucoup de warriors là-bas, mais j'estime qu'ils ont en fait le crédit du doute. On va le voir, comme on dit, on voit le maçon au pied du mur. On le verra et on pourra évaluer. Mais ce qui est important, ce qu'ils doivent savoir, que les Congolais attendent beaucoup d'eux. Chers amis téléspectateurs, internautes, je vous dis merci. Le bien est devenu mieux, que le mieux soit béni. Oui, c'est vrai que nous avons réfléchi, nous allons bâtir notre propre légende. Merci et au revoir.